haïtien, dans notre enfance, il n'y avait pas autant de cyclones, de très gros cyclones comme on en a. C'est-à-dire, il y avait peut-être un gros tous les 10 ans, et on nous racontait, ça servait de marqueur dans le temps, de repère. Nos parents, nos grands-parents nous parlaient de cyclone jeunesse, de cyclone Hazel, etc. Nous, notre génération, le premier gros cyclone qu'on a connu, c'est David. Et il y avait une chanson de Timano avec DP Express. Et ensuite, il y a avoir Hugo. Mais après, maintenant, il est presque impossible de se souvenir des cyclones parce qu'il y en a 3, 4 gros tous les ans. Oui. Donc maintenant, et notre pays est toujours touché de plein fouet. Toujours en première ligne. Et Philippe d'Alembert, Mur Méditerranée, ce n'est pas seulement un roman, mais c'est aussi une description de ce qui se passe. Et en allant là-bas, par exemple, à Lampedusa, comment vous pouvez résumer cette détresse humaine? Ce vouloir à tout prix de laisser son pays. C'est justement ce qu'on oublie, c'est que les gens, quand ils partent, ils ne partent pas de gaieté de cœur. Et vous l'avez dit, vous avez parlé de détresse. C'est-à-dire qu'au moment où les gens décident de partir, c'est que bien souvent, ils n'ont pas le choix. Ils ne partent pas pour courir l'aventure, l'expression que des Huettes qu'on utilise comme ça, ils ne partent pas pour courir l'aventure. Ils partent parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils partent parce qu'ils ont tout laissé derrière eux. Et souvent, ceux qui sont partis, malheureusement aussi, ce sont souvent les mieux formés, les plus, et j'ai envie de dire, si tant est que ça représente quelque chose, mais j'ai envie de dire parfois les plus diplômés de leur pays. Et ils partent comme étant des têtes de pont, parce qu'ils sont supposés par la suite faire venir les autres. On voit par exemple ceux qui sont partis, il y a une grande majorité qui viennent des villes, ce sont des urbains d'abord. Et il y en a d'autres qui viennent parfois de villages. Et c'est presque tout le village, toute la famille qui cotise pour que les personnes partent et une fois arrivées là-bas, qu'elles tendent la main aux autres. Donc on ne part pas de gaieté de cœur. C'est vraiment parce que sur place, on n'a pas le choix. Mais avec, ils auraient eu, ces gens-là, mais très peu de moyens et ils seraient restés chez eux. Ils ne seraient pas partis. Voilà ce que vous écrivez à propos des Sémars. C'était le cas des Sénars, une Érythréenne si frêle qu'on osait la toucher de peur de la casser. Elle était toujours fourrée avec une de ses compatriotes, seules dans leur coin, collées l'une à l'autre comme Shoshana l'était à Lady Rachel. Repliées sur leurs maux et leurs peines, quand l'une allait aux toilettes, l'autre l'accompagnait et montait au dehors une vaine garde que le premier passeur venu pouvait démolir d'une pichenette. Puis un jour, Méasa, la copine de Sénar, n'était plus rentrée à l'entrepôt. À part imaginer le pire, personne n'avait de réponse, ni n'en reçu des passeurs auxquels de toute façon il valait mieux éviter de s'adresser si ce n'était pas pour répondre à leurs questions. C'est-à-dire que dans ce roman, vous avez fait les portraits des passeurs. Mais c'est des types que vous avez vus à Lampedusa, à l'œuvre? Non, à l'œuvre, non. Mais j'en ai vu quand même un à Lampedusa qui était là. C'était un Tunisien avec d'autres personnes. Les membres des associations me l'ont montré parce que ce n'était pas la première fois. Il en était à son 4e voyage. Et c'est lui qui guidait un petit peu les autres, qui leur disait ce qu'il fallait faire, qui leur disait comment il fallait. Et où on pouvait trouver les failles dans les démocraties européennes pour pouvoir s'installer ici. Donc c'était le plus débrouillard d'ailleurs, c'était celui qui arrivait à parler plus directement aux autres sans avoir peur, qui exigeait presque un certain nombre de choses, qui ne demandait pas de l'aide, qui exigeait presque de toi une forme d'aide en fait. Donc, et puis j'ai beaucoup, encore une fois, écouté les réfugiés, et puis je me suis beaucoup documenté, comment dire, là-dessus. Alors, en lisant ce roman, on se demande pourquoi un cinéaste ne s'intéresse pas à faire un film. Parce que le ton est cinématographique. Oui, je suis, comme beaucoup de gens de ma génération, je suis né presque, j'ai envie de dire, avec le cinéma. J'ai grandi avec le cinéma. Et à la
au tout début des années 70. J'habite à Delma. Et à l'époque, à Port-au-Prince, il y avait 4 ciné en plein air. Il y avait le drive-in, il y avait le ciné-parc, il y avait, etc. Donc là où on n'habitait pas trop loin du ciné-parc. Et enfant, quand j'étais enfant, tout le quartier se réunissait là pour regarder, comment dire, les films. C'est là que j'ai vu les principaux classiques, mais sans son, bien entendu. Il n'y avait pas de son, mais il y avait toujours quelqu'un qui prétendait avoir vu, qui voulait faire, comment dire, la bande son. Donc, et là, j'ai appris, ça m'a formé, j'ai envie de dire, dans ma manière de raconter, parce qu'il fallait reconstituer l'histoire soi-même. C'est-à-dire, on voyait, on suivait les images et on ne savait pas, et puis on finissait par comprendre. Donc, je pense qu'il y a une partie de mon... Et j'ai envie de dire, de mon approche esthétique qui vient de là aussi, c'est-à-dire de cette manière de raconter, et d'un cinéma muet, malgré moi, parce que ce n'était pas un vrai cinéma muet. Oui. Philippe d'Alembert, et dans votre carrière de romancier, vous avez eu beaucoup de prix littéraires. Je voudrais savoir si les prix sont nécessaires dans la carrière d'un écrivain. Est-ce que c'est important d'avoir des prix littéraires pour avoir non seulement une œuvre, mais aussi une bonne carrière? J'ai envie de dire oui et non. Non, d'abord parce qu'il y a énormément d'écrivains qui ont fait leur carrière sans recevoir de prix. Il y a énormément d'écrivains parmi les plus connus qui vendent beaucoup sans recevoir de prix et qui le vivent très bien. Et puis, il y en a d'autres pour qui le prix ou les prix, ça te met un peu dans la lumière. Et on est dans un monde qui est hyper, médiatisé. Et donc à ce moment-là, quand on reçoit un prix, ça met le livre dans la lumière et ça permet d'avoir un regard sur le livre, autrement dit, de le faire vendre beaucoup plus. Et donc, c'est les deux cas. On n'a pas toujours besoin, mais ça aide aussi. Ça aide aussi. Et il faut savoir qu'un certain nombre de prix, c'est une somme d'argent. Mais il y en a d'autres où il n'y a absolument rien. C'est simplement honorifique. Mais en même temps, ça permet de mettre le livre dans la lumière. Oui, pour ce livre, vous avez eu deux prix. Le prix de l'Académie française. Ah non. Il y a eu le prix de la langue française. Le prix de la Pologne, le choix de concours de la Suisse. De la Suisse. Mais il y a quelque chose aussi sur Brive, non? Oui, c'est le prix de la langue française. Le prix de voilà. Et vous voyagez beaucoup. Vous êtes toujours entre deux avions et de train, et vous vous définissez comme un vagabond. La dernière fois, j'ai regardé une émission, on vous a posé la question. Et j'avais vite compris qu'il y avait quelque chose qui... Est-ce que vous pouvez préciser pour celles et ceux qui nous regardent, qu'est-ce que vous entendez par vagabond? Bon, il y a d'abord un clin d'œil à Haïti. Voilà. Et le fait d'être haïtien, mais j'ai envie de dire un double clin d'œil à Haïti. Il y a le premier clin d'œil évident, c'est-à-dire que le vagabond ou vacabon, comme on dit en créole, c'est plutôt... Et celui qui est un peu sans feu ni lieu, sans foi ni loi, quelqu'un qui n'est pas fiable, quelqu'un donc qui n'est pas sérieux, et justement, entre guillemets, comme on dit chez nous. Et donc c'est le premier clin d'œil. Donc moi, on m'a toujours reproché d'être trop sérieux, justement. Et donc c'est ce premier clin d'œil-là. Mais il y a un autre clin d'œil historique. L'histoire est toujours là. Et sous Toussaint Louverture, au moment où il y a eu, la première, ce qu'on appelle la première abolition de l'esclavage, les gens qui ne voulaient pas retourner au champ étaient considérés comme des vagabonds. C'est-à-dire qu'il fallait ramener Manu Montari les vagabonds. Au champ, même s'ils n'étaient plus esclaves. Et ça va continuer même après l'indépendance. Donc il y avait ce double clin d'œil pour moi, mais c'est le fait de dire ce qui était important pour moi, c'est le côté sans lieu, sans feu ni lieu, c'est-à-dire que ça fait longtemps que je suis parti, vous l'avez souligné en début d'émission,
j'ai essayé de retourner en Haïti un an, il y a déjà une vingtaine d'années. Et après, j'ai vécu dans de nombreux pays, mais j'ai toujours l'impression que quelque part, je, où je reviens en Haïti, où je suis en Haïti. Même quand j'écris, ça arrive souvent. Quand j'écris, je peux m'enfermer pendant longtemps pour écrire. Et à un moment donné, j'ouvre comment dire, la fenêtre et je suis étonné de ne pas me trouver en Haïti. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est là. Pour moi, c'est comme si inconsciemment, ou parfois consciemment, je m'interdisais de prendre racine ailleurs, même si pourtant ça fait longtemps que je suis parti. C'est Émile Olivier, l'écrivain haïtien Émile Olivier, qui l'avait résumé, qui a vécu au Canada, qui disait qu'il était, comment dire, québécois le jour, haïtien la nuit. Donc, au moment où il écrivait, pour moi, c'est quelque chose qui est là et qui fait que j'ai toujours l'impression que tôt ou tard, je finirai par me réinstaller entièrement. Oui, mais lorsqu'on est haïtien et écrivain, c'est qu'on a beaucoup de choses à dire au monde. Et ça se voit à travers votre œuvre et la plupart des œuvres de nos écrivains haïtiens. Il y a une originalité et des écrivains haïtiens. Je ne sais pas s'il y a une originalité spécifique aux écrivains haïtiens. Je pense que tout artiste, écrivain, cinéaste, je sais pas, peintre, danseur, etc., de quelque horizon qu'il soit, a quelque chose à dire au monde, en fait. Et c'est... Maintenant, ce qui se passe avec nous autres haïtiens, c'est que on ne s'attend pas, le reste du monde, plutôt pas Haïti même, parce que Haïti le sait, mais le reste du monde ne s'attend pas à nous trouver là. Donc ils ont l'impression que c'est quelque chose de nouveau. Et or, ce n'est pas nouveau pour nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi qui écris en 2020... C'est quatrième génération d'écrivains haïtiens plus. Je suis monté sur les épaules de Dupestre, Émile Olivier dont je parlais tout à l'heure, de Jean-Claude Charles, ou de Jean-Claude Charles, ou de Marie-Louise Chauvin, ainsi de suite. Ou de Léon Laloux dont on parlait tout à l'heure, ou de Roussan Camille, de Faubert. C'est-à-dire qu'on a un héritage, on a quelque chose derrière nous et qui fait que bon, j'écris aussi à partir de là. J'écris aussi à partir de cet héritage-là. Mais le reste du monde, peut-être ne le sait pas, on parle... C'est comme si, justement, c'est la même chose par rapport entre le continent américain et l'Europe. Mais l'Europe a découvert l'Amérique. L'Amérique existait avant que l'Europe arrive. C'est-à-dire que l'Amérique a toujours existé. Et donc, l'Europe a découvert l'Amérique, mais l'Amérique a découvert l'Europe aussi, de manière brutale et au même moment. Donc, on a toujours existé avant que les autres nous voient. Moi, je me souviens que l'euphorie qu'il y avait dans la petite communauté haïtienne de France, de Paris surtout, lorsque la plupart des Haïtiens avaient découvert ce livre avant que les hommes s'effacent, et surtout ce que vous racontez dedans, c'est cet exploit que Haïti était le seul pays qui avait ouvert ses portes aux Juifs. Et je me souviens, au consulat, on avait fait une vente signature, il y avait beaucoup de gens. Mais est-ce que cette façon de raconter, de plonger dans l'histoire d'Haïti, est-ce que ce n'est pas pour dire, écoutez, Haïti, c'est pas ce que vous voyez, c'est pas seulement la pauvreté, ce qu'on vous raconte dans les journaux, il y a ça aussi, cette grandeur-là. Bien sûr, bon, pour rétablir la vérité historique, il faut dire qu'au même moment, un pays comme le Chili avait fait cette proposition aussi. Donc, oui, j'ai envie de le dire, que les gens le sachent, que les Haïtiens eux-mêmes, ne savent pas toujours le sachent, que c'est vrai que la situation elle est plus que difficile en Haïti, c'est-à-dire qu'on a l'impression de vivre des conflits à répétition, une instabilité qui n'en finit pas, mais du moins moi je sais, des milliers d'Haïtiens le savent avec moi, que nous sommes aussi autre chose. Nous sommes ce peuple d'abord fier, mais généreux aussi. Et cette générosité ne date pas de la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que quand on prend l'indépendance d'Haïti, Haïti devient indépendant, donc tout le monde le sait, en 1804. Mais qu'est-ce qui se met en place dès l'indépendance d'Haïti? C'est-à-dire que c'est la possibilité
d'exporter la révolution et de libérer pardon, tous les Noirs sur le continent américain. C'est-à-dire qu'on va envoyer des émissaires aux États-Unis pour essayer même de proposer de racheter la liberté d'un certain nombre d'esclaves aux États-Unis. Ensuite, les principaux libérateurs de l'Amérique vont partir des côtes haïtiennes. Bolivar. La plus connue, justement, c'est celle de Bolivar qui va venir et qui va repartir avec des hommes, de l'argent, des bateaux et des armes pour libérer avec la seule condition émise par Pétion à l'époque, c'est de libérer les esclaves partout où ils passent. Mais on oublie aussi, pendant cette même année, ce même siècle, pardon, à la fin du siècle, Antonio Maceo ou bien José Martí, les Cubains font partie des côtes haïtiennes, de Cap Haïtien, et ainsi de suite. Donc c'est quelque chose qui a toujours été là. Et cette forme de grandeur qui est souvent malheureusement masquée par les petitesses et les mesquineries de nos politiques contemporains. Voilà. Et Philippe d'Alembert, nous arrivons à la fin de cette émission, mais nous avons une rubrique dans cette émission qui consiste à parler d'un écrivain, ça peut être un poète, ça peut être un essayiste, quelque chose qui soit dans l'actualité ou encore plus loin. Quel est donc votre choix d'écrivain haïtien ou poète haïtien que vous avez choisi? J'ai envie de dire deux. Je ne sais pas s'il peut faire deux. Bon, moi, je n'ai pas de problème, allez-y. En poésie, je citerai Anthony Phelps. Anthony Phelps qui a marqué plusieurs générations. Depuis ce fameux poème Mon pays que voici, ça a traversé des générations, pas uniquement des générations d'écrivains, mais des générations d'haïtiens tout court. C'est-à-dire que c'est un poème, le fait peut-être que ça a été mis sur disque, ça a été enregistré, ça a beaucoup servi, beaucoup de gens l'ont entendu, l'ont écouté. Et je me rappelle, j'écoutais ce poème très très tôt. Il fallait écouter à bas volume parce qu'on vivait sous la dictature à l'époque. Mais ce n'est pas uniquement nous les Haïtiens. Moi je connais plein d'Antillais ou d'Africains qui connaissaient ce texte-là, qui en parlaient. Mais Phelps, ce n'est pas seulement ce poème-là. Et tout comme Garcia Marquez, ce n'est pas seulement 100 ans de solitude. C'est-à-dire que pour moi, c'est l'un des poètes les plus importants